Alors, nous l'avons rappelé d'entrée de jeu que le Congo venait de concéder donc 12 000 hectares de terres arables au Rwanda. Quand vous avez appris cette annonce, d'ailleurs, une concession qui s'est faite en violation de la Constitution, notamment l'article 219, quelle a été votre réaction? Je suis resté pantois et je le suis encore parce qu'il s'agit des baux amphithéotiques, c'est-à-dire on met à la disposition d'un autre État 20 ans, sinon 20 ans renouvelables des lopins de terre, c'est-à-dire au minimum 40 ans. C'est inadmissible. Presque un demi-siècle. Hein. De Denis Sassou Nguesso avec les Rwandais qui signent le glas, en fait, d'une implantation tous azimuts du Rwanda sur le territoire congolais, en fait. 12 000 hectares, soit 120 km², mis à la disposition du Rwanda sur 40 ans minimum. C'est énorme et cela sous-entend tout ce que regorge le sol et le sous-sol sur ces territoires, disséminés dans la République, du nord au sud. Donc, si j'ai bien compris, ils prennent ces terres et peuvent les exploiter jusqu'au sous-sol. J'en viens, effectivement. Donc, ils prennent et le sol et le sous-sol. À partir du moment où ils ont apparemment fait leur plantation en surface, il sera interdit à quiconque de venir les détruire pour faire l'exploration, l'exploitation de ce qu'il y a au sous-sol. Bonjour, Monsieur Alphonse Baboussou. Bonjour, Monsieur Christian Opéra. Merci. Vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière. Vous avez travaillé plus de 10 ans à Sloberger Congo, 11 ans à Sonangol. Vous avez également exercé à la Direction générale des hydrocarbures du Gabon et à la Société des hydrocarbures du Cameroun. Vous êtes aussi secrétaire du Congrès pour la Renaissance du Congo. Avec vous, nous allons tenter de comprendre l'intérêt des accords passés entre le Congo, Brazzaville et le Rwanda, en se focalisant bien sûr sur la concession des 12 000 hectares des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, l'équivalent de la superficie de la ville de Paris et ses environs. Pour conduire cette interview, je vais bénéficier de la complicité de la charmante Loriquet. Bonjour Loriquet. Bonjour Christian, bonjour Monsieur Baboussou et bienvenue parmi nous. Chers téléspectateurs, bonjour. 62 ans après son indépendance, le bilan de la République du Congo est tout sauf reluisant au regard des indices de développement alarmants qui sont publiés et de la situation sociale catastrophique qui est constatée sur le terrain. Monsieur Baboussou, comment se présente aujourd'hui l'environnement économique et le climat des affaires au Congo-Brazzaville? Bonjour Loriquet, je vais répondre à votre question sur deux pans, les forces et les faiblesses. Le Congo est un pays béni de Dieu. Nous avons des potentiels économiques énormes. Tenez, le fleuve Congo est le deuxième fleuve au monde après l'Amazonie et où le poisson meurt de vieillesse. Le Congo dispose sur ses 342 000 km² de 99% de terres arables, d'une bonne pluviométrie, irriguant le sol sans effort, le soleil qui luit de partout, un climat tropical propice au développement agricole, son sous-sol inexploré regorge des mines solides disséminées sur toute l'étendue du territoire, dont le colombo tantalite, qu'on appelle le coltan, dans la région de Mayoko et du Poul, l'uranium à Wesso et à Sembe, des gisements de pétrole et de gaz en production. Ces bassins sédimentaires contiennent des hydrocarbures qui n'attendent qu'à être découverts, à l'image des 5 gisements très prometteurs de Andromède, Pégase Nord, Aurige Nord, Cassiopée Est, Persée Nord-Est, tous dans le permis mer très profonde Sud, en cours d'étude par Total, Énergie, Esso et Eni. 61% de la population ont moins de 18 ans et le Congo dispose des ressources financières suffisantes pour son plein développement. A contrario, nous allons parler des faiblesses. 25 ans après avoir détruit la démocratie congolaise avec l'aide des armées étrangères,
nous constatons avec regret que le pouvoir de Brazzaville, après traficotage des constitutions, des élections et des lois de la République, et sans réel leadership, continue à balbutier. Les municipalisations accélérées ont été un moyen en or de détournement de fonds et de création des éléphants blancs, tous en désuétude. Les paradis fiscaux, les Panama et les Pandora Papers débordent de fonds dilapidés par les dignitaires au pouvoir, soit plus de 100 000 milliards de francs CFA. Tous les plans nationaux de développement ont été relégués aux calendes grecques. Toutes les politiques économiques appliquées par le régime ont accouché d'une souris. 70% de la population vivent avec moins de $1 par jour. 80% des jeunes sont désœuvrés, évoluent dans le secteur informel et baignent dans l'alcool que le pouvoir gratifie à coups de bonus, alors que le prix des autres denrées alimentaires augmente sans cesse. 62% de la population vivent dans les deux grandes villes du pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, dans un état de pauvreté multidimensionnelle. La culture des antivaleurs que sont le clientélisme, le népotisme, la concussion, la corruption généralisée, les pratiques sexuelles peu orthodoxes, la promotion canapé, dirais-je, le non-départ à la retraite des dignitaires ayant largement dépassé l'âge limite ont plongé le pays dans une mégestion insoutenable. La coopération avec la Chine et les traders laisse une dette abyssale, insoutenable et une société gangrénée par des antivaleurs que je venais d'étaler. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, lorsqu'on vous entend répondre, on a bien l'impression que le climat des affaires au Congo est vraiment en morose. Il y a de l'opacité dans la gestion des affaires au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, le Congo est classé au 149e rang mondial sur l'indice du développement humain. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que certains partenaires continuent à prendre des risques pour venir investir au Congo-Brazzaville? Simplement parce qu'ils y trouvent leur compte. Il s'agit bien de mafieux qui s'accommodent au système. Les capitaux des Panama et des Pandora, dont je venais de faire état tout à l'heure, et des bas de laine et de l'argent englouti dans les cimetières, sont réinjectés dans l'économie moribonde du pays par des montages financiers mafieux, du genre la Banque sino-congolaise pour l'agriculture ou la société Massfield, dont on va faire état tout à l'heure, Massfield Venture, une société apparemment de droit congolais que M. Kagame et Sassou Nguesso venaient de créer pour se déployer. Le pétrole et les mines du Congo suffisent à susciter la convoitise ou les convoitises. L'argent appelant l'argent, chacun s'adonne à cœur joie. Une chose est sûre, le Congo de Denis Sassou Nguesso est réputé ne pas respecter les accords avec ses partenaires. Vous avez le cas de Exaro, DMC Exaro, Essendance, de Avima et de bien d'autres qui ont accepté de venir investir, mais qui se sont vus être floués par le régime. Les Congolais doivent se ressaisir pour arracher leur hégémonie dans la gestion hasardeuse du pays par M. Denis Sassou Nguesso et ses suites. Alors, nous l'avons rappelé d'entrée de jeu que le Congo venait de concéder donc 12 000 hectares de terres arables au Rwanda. Quand vous avez appris cette annonce, d'ailleurs, une concession qui s'est faite en violation de la Constitution, notamment l'article 219, quelle a été votre réaction? Je suis resté pantois et je le suis encore parce qu'il s'agit des baux amphithéotiques, c'est-à-dire on met à la disposition d'un autre État 20 ans, sinon 20 ans renouvelables des lopins de terre, c'est-à-dire au minimum 40 ans. C'est inadmissible. Presque un demi-siècle. Hein. De Denis Sassou Nguesso avec les Rwandais qui signent le glas, en fait, d'une implantation tous azimuts du Rwanda sur le territoire congolais, en fait. Il reviendra aux Rwandais de mettre à la disposition des Congolais des infrastructures, les aliments de base utiles à leur développement, à leur croissance, comme si les Congolais n'en étaient pas capables. C'est là l'échec cuisant des amateurs qui dirigent le Congo sans vision, en fait. Si l'on prend l'exemple de projets gigantesques de Diamniadio au Sénégal, là-bas, il s'agit ou il s'est agi d'un partenariat public-privé dont les concessions reviendront à l'État sénégalais après 8 à 10 ans d'exploitation et retour sur un investissement des promoteurs privés. Nulle part ailleurs dans le monde, un État a cédé un lopin de terre à un autre État, fût-il
masqué par une société de droit congolais pour aussi longtemps. 12 000 hectares, soit 120 km² mis à la disposition du Rwanda sur 40 ans minimum, c'est énorme et cela sous-entend tout ce que regorge le sol et le sous-sol sur ces territoires disséminés dans la République, du nord au sud. Donc, si j'ai bien compris, ils prennent ces terres et peuvent les exploiter jusqu'au sous-sol. J'en viens, effectivement. Donc, ils prennent et le sol et le sous-sol. À partir du moment où ils ont apparemment fait leur plantation en surface, il sera interdit à quiconque de venir les détruire pour faire l'exploitation de ce qu'il y a au sous-sol. On peut aussi vous dire qu'ils sont en train de faire les plantations alors qu'ils sont en train d'exploiter. Et c'est ce qui va être le cas des minéraux. Parce qu'on va en arriver, Massifield est une société qui a été chargée de piller la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est réputé comme étant un pays producteur de coltan, mais il n'y a aucun gisement de coltan qui est publié. Pouvez-vous me comprendre? Donc, le Rwanda va être propriétaire des espèces rares qui ont plus de 100 ans d'existence sur les 120 km², notamment l'Okoumé, l'Akajou, le Limba, le Wenge, le Mwabi, et bien de minéraux qui n'attendent que d'être découverts aujourd'hui, et certains territoires qui appartiennent déjà à certaines familles congolaises. La société Crystal Venture, donc un fonds d'investissement appartenant à Kagame et à son parti, le FPR, dont les actifs représentent le 0,1% de la fortune détenue par M. Denis Christel Sassou Nguesso dans les paradis fiscaux, va financer les projets que Massfield Venture, cette société que Sassou Nguesso et Kagame ont créée ensemble au Congo pour dire que c'est une société de droit congolais, pour exploiter le sol et le sous-sol congolais au détriment des Congolais eux-mêmes. Et tenez, un accord relatif à la culture du ricin a été paraphé au fin de produire l'huile de non-utilité, l'huile qu'ils vont utiliser dans la parfumerie et dans la glace de vanille. Je ne sais pas si c'est ça la priorité du Congo. Et en plus, la ricine est reconnue comme étant un poison. Donc, ces gens-là vont faire la culture du poison au Congo. À quel but? J'aimerais comprendre. Il faut que nous ouvrons les yeux et que les Congolais se réveillent, qu'ils arrêtent de dormir. Parce que l'heure est grave. Et c'est très grave ce qui vient d'être fait. C'est quasiment un cas de très haute trahison que nous vivons là. Et c'est très grave. Cette société va te déployer dans la construction, l'agriculture, l'exploitation des mines, la sécurité, la logistique, le commerce et la mécanisation agricole à Maluku, la sylviculture. On va apprendre aux Congolais de planter les safoutiers alors que le Rwanda n'en dispose pas. Il n'en mange même pas d'ailleurs. La conception, la construction et l'exploitation du port sec de Dolisie pour décongestionner le port autonome de Pointe-Noire, des conteneurs allant à Brazzaville et au-delà. Ce projet, vieux de plus de 10 ans, a été détourné à cause d'une gestion chaotique du Conseil congolais des chargeurs qui utilisait la commission prélevée sur chaque conteneur dédouané pour des missions de prestige et d'emplette des membres privilégiés de sa direction générale et du conseil d'administration de M. Bouya, je ne sais pas comment il se prénomme encore. En 2017, un nouveau management en a assaini la gestion, mais n'a pu être affublé de tous les pouvoirs pour construire ce port sec. Vous voyez, le Rwanda apportera donc 100 millions de dollars, soit 0,1% de la fortune de Kiki, le pétrolier, pour la mise en place du port sec, la construction de la cité ouvrière et le centre de formation, comme si les Congolais n'en étaient pas capables. Je vous signale lorsque vous parlez, la gestion chaotique du pouvoir de Brazzaville. Vous avez insisté, M. Alphonse Maboussou, sur la fortune de Kiki ou de Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est de lui qu'il s'agit. Il faut toujours préciser aux Congolais de quelle fortune s'agit-il, parce que Christelle Sassou Nguesso n'a jamais été un homme d'affaires au Congo, à ce que je sache. Ben oui, c'est la fortune de la Cotrade qu'il a fait couler en Angleterre, à Londres et à Singapour. La Cotrade qui était chargée de vendre le pétrole congolais, il n'en a pas été à la hauteur. Il était donc adjoint à la direction générale de la SNPC. Il n'en a pas été en mesure. On l'a viré.
Et aujourd'hui, il veut se faire président de la République. C'est de l'argent dilapidé dans les caisses de l'État congolais, c'est bien cela. Mais oui, et qu'il a planqué dans les paradis fiscaux, qui s'évaluent à plus de 3 000 milliards de francs CFA, à lui seul. 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de francs CFA à lui seul. Si vous ajoutez avec la fortune de Bouya, de Itoa Bruno, de Ebata, et puis un autre encore. L'ancien ministre des Finances, je crois. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle encore? Et aussi Adada, Rodolphe, ça fait 5 000 milliards. 5 000 milliards détenus par. Voilà, 5 000 milliards de francs CFA, dont 3 000 à Kiki, à Denis Christel. Le Riquet. Monsieur Maboussou, qui est réellement Paul Kagame, qui est souvent présenté comme un modèle économique en Afrique? Voilà. Il se suppute que Feu Kabila, père, avait fait appel au Front patriotique rwandais, le FPR, pour l'aider dans la conquête du pouvoir de Mobutu au Zaïre, il y a quelques années. Donc, après avoir conquis le pouvoir et après son assassinat, donc l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le Rwanda s'est mis avec avec Kabila Kabange. Avec l'exploitation des minéraux dans ce gigantesque pays, principalement dans sa partie orientale, le Rwanda a pu emmagasiner les ressources financières nécessaires pour son développement, investissant ainsi dans l'éducation, la formation qualifiante. Il s'est constitué une pépite jeune, lui permettant de se déployer dans tous les domaines de l'économie, principalement les startups, les services, l'immobilier, les banques, les universités, l'agriculture, la mécanisation agricole, le commerce, j'en passe. Donc, avec un pouvoir FPR dictatorial, une armée féroce, des méthodes coercitives de maintien de l'opposition en laisse et un leadership conséquent, Kagame s'est taillé une très bonne place au soleil. Lui, au moins, a eu l'outrecuidance d'investir dans son pays. Les nôtres ont appauvri le leur et planqué l'argent dilapidé dans les paradis fiscaux et recherche des investisseurs véreux pour développer le Congo avec une partie du butin planqué. L'hypothèque des ressources naturelles et le muselage de la majorité du peuple. Ils hypothèquent en fait les ressources naturelles et ils musellent en fait la majorité du peuple congolais. C'est vraiment une hérésie. Monsieur Maboussou, si je m'en tiens à ce que vous dites, qui sont quand même des révélations qui ont une portée très forte, vous insinuez que le succès de Kagame, ou une partie donc du financement qu'il a obtenu pour développer son pays, lui vient des richesses pillées en République démocratique du Congo? Plusieurs minéraux sont déclarés au Rwanda comme étant produits là-bas. Mais que le Rwanda présente aux yeux du monde les cartes géologiques de ces minéraux pour qu'on soit convaincu que oui, telle production vient de tel gisement et exploitée par telle société au monde. Il ne s'agit pas de cela, voyez-vous. Malheureusement, on voit le Rwanda vendre du coltan. D'où vient ce coltan? Et c'est ce qui va arriver au Congo, sous plusieurs formes. On va en arriver là. Et puisque vous en parlez déjà, évidemment, il y a deux sociétés qui sont souvent citées. Une d'ailleurs qui appartiendrait, je crois, à Paul Kagame, sinon à son parti. Et c'est cette société à qui on a donné, je crois, les zones spéciales de Maluku. Est-ce qu'on peut comprendre d'abord que représentent ces sociétés-là? Il s'agit de Crystal Ventures, un fonds d'investissement qui va financer les activités que devrait mener la société de droit congolais que M. Denis Sassou Nguesso et Kagame viennent de créer au Congo, ou encore mieux, le PCT et le FPR viennent de créer au Congo, dénommé Massfield Venture Congo. Okay? Le Congo a besoin des Rwandais pour faire son agriculture, pour faire l'agroalimentaire, la construction des logements, le montage des tracteurs agricoles. Le Rwanda est-il reconnu au monde comme étant un pays producteur de tracteurs? Ils vont faire la sylviculture. Donc, ils vont nous apprendre à planter le safou, alors qu'ils n'en ont pas chez eux. Alors qu'ils n'en ont pas chez eux. C'est vraiment, enfin, les mots me manquent. Mais en fait,
Au Rwanda, les actifs de ces deux sociétés ne dépassent même pas le millième, je vous ai dit, le millième de ce que les barons du régime congolais ont planqué dans les grandes banques extérieures, hein, dans leurs maisons et dans les cimetières, constituant des bas de laine et tout ça. Mais pourquoi les dignitaires congolais ne font pas confiance aux Congolais pour que nous rebâtissions le pays ensemble? Voilà toute la question. Monsieur le Rwanda ne viendra que se servir. Ils vont nous ajouter des problèmes. Les problèmes vont s'ajouter aux problèmes avec la présence des Rwandais sur le territoire congolais. Retenez ça ce jour. Monsieur Maboussou, je voudrais revenir sur les accords qui ont été signés et qui sont entourés d'une certaine opacité. Vous en conviendrez avec moi parce que, sauf erreur de ma part, ces accords n'ont pas été présentés aux deux chambres qui constituent l'hémicycle congolais, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, encore moins au grand public. Mais que contiennent véritablement ces accords? Parce qu'on suppute tous en disant, bon, on parle de volets militaires et sécuritaires, on nous parle d'accords économiques. Que contiennent véritablement ces accords? Vous nous avez parlé des impacts ou des conséquences que pourrait avoir la présence du Rwanda sur le territoire congolais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces accords qui puissent être, parce que c'est un pays comme tout autre. On a bien, nous, commercé avec les Sud-Africains, on a commercé avec d'autres pays. On encourage justement ces accords sud-sud. Mais pourquoi le Rwanda fait-il si peur? Est-ce le contenu de ces accords qui nous déstabilise tous aujourd'hui? Au centre de des accords pour le bien des Congolais, il y a juste un fait. C'est-à-dire que si l'argent que le Congo a produit durant le règne de M. Sassou Nguesso a été utilisé à bon escient avec une ressource humaine à la hauteur de la tâche, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et dans le même temps, je vais vous aider, il faut toujours rappeler que nous avons les 14 000 milliards qui ont disparu jusqu'à ce jour et personne ne sait où sont passés ces milliards. Et tout à fait, mais je vous parle de 100 000 milliards de fortune, y compris les 14 000 milliards à l'intérieur. Vous voyez? Donc, c'est énormissime. Et plus tard, je vous présenterai ce que le Congo peut faire avec la moitié de cette somme, ou ce que le Congo aurait pu faire avec la moitié de cette somme. C'est comme pour vous dire qu'il est toujours possible de développer le Congo, mais par les Congolais eux-mêmes et par des étrangers, ok? Parce que pour se développer, nous n'avons pas besoin du Rwanda. Hein? Le Rwanda n'a pas les capitaux mobilisables pour le développement du Congo. Il n'est ni producteur, ni transformateur, ni acheteur de matières premières dont dispose le Congo. En quoi sera-t-il utile pour le Congolais? Le Congo a juste besoin de mobiliser les ressources nécessaires pour son développement, notamment les ressources humaines, sans exclusive. Hein, les ressources financières, au lieu de les dilapider, d'exécuter les plans nationaux de développement surfacturés qui dorment dans les tiroirs depuis qu'on les a conçus, et d'un leadership très important, un leadership conséquent que M. Sassou n'a pas, sinon que pour fomenter les coups d'État. Certains Rwandais qui feront étalage de leur expertise au Congo ont étudié à l'université Marien Ngouabi, à l'Institut de développement rural, IDR, et au LAC, j'en passe. Valorise-t-on leurs artères égaux congolais qui ont étudié dans les mêmes institutions? On se moque qu'ils soient devenus, pour certains, diplômés et boueurs en Occident. Le président Sassou Nguesso est venu en Belgique et il s'en est moqué. Okay? Et pour d'autres, des désœuvrés au pays par la volonté politique de ceux qui les gouvernent. Hein? Ils se réjouissent de nos doyens épuisés par le poids de l'âge et finalement retraités sans avoir été utilisés depuis des années. Pour certains, et croupissant dans la misère du fait du non-paiement de leur pension, hein, de leur salaire. Hein? La politique du patronage par affinité ethnique au détriment de la méritocratie s'est imposée comme règle de gouvernement, hein, ou comme mode de gouvernement au Congo. Ce qui justifie ce chaos que nous constatons. Les cadres reconnus experts qui se sont pliés à la volonté de la mangeoire ont leur part de responsabilité dans cette dérive, car ils sont nombreux autour du dictateur qui ont accepté de courber les chines au lieu de dénoncer les dérives du pouvoir. A contrario, Kagame est utile pour aider le pouvoir à asseoir et pérenniser la dictature en mettant à sa disposition les nervis prompts à mater toute rébellion. On décide de quadriller le Congo
par des bandes armées camouflées sous le label d'agriculteurs et d'éleveurs pour museler les Congolais. Depuis plus de 60 ans, nous vivons en parfaite harmonie avec nos voisins, que sont l'Angola, la RDC, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad. Le Congo va courir un danger où il pourrait être le théâtre de grands conflits du fait de la soif expansionniste du Rwanda, des contentieux que ce pays a avec certains voisins du Congo. En plus, grâce aux faveurs de Denis Sassou Nguesso pour services rendus, le Rwanda finira bien par devenir pays exportateur de pétrole et des mines du Congo. N'est-ce pas qu'il produit déjà le coltan à partir des cargaisons subtilisées à la RDC? Alors j'espère que lorsque cela arrivera, le peuple congolais prendra donc ses responsabilités et il pourra résister, comme le font d'ailleurs les Ukrainiens aujourd'hui, contre les Russes. Alors disons une question directe. Pour vous, vous croyez que ces accords passés entre le Congo et le Rwanda, ces nombreux accords d'ailleurs de coopération, auront-ils des impacts socio-économiques au Congo, oui ou non? Les Rwandais qui vont envahir le secteur de l'emploi, créant ainsi une réserve électorale pour les usurpateurs du pouvoir et une réserve militaire prête à se déployer en cas de conflit entre ceux qui ont confisqué le pouvoir depuis 1997 et les Congolais. La volonté du pouvoir de Brazzaville n'est pas celle de voir les Congolais éclore dans l'éducation, la santé, l'économie. Autrement, ils se seraient mobilisés pour créer les conditions permissives d'une telle dynamique. Or, le pays est en lambeaux. Les Congolais relégués au rang de spectateurs du pillage et de la gestion catastrophique du pays, de leur pays. Des sociétés chinoises qui emploient des prisonniers chinois dans les chantiers, des Libanais mafieux dans le commerce, des Ouest-Africains dont le chef est Amadou Niangadou, consul honoraire du Mali au Congo, qui a le monopole de l'importation, de la distribution et de la commercialisation des produits de première nécessité sous la bénédiction de la vénérable Antoinette Sassou Nguesso, et qui semble-t-il, avec sa société Les Grands Moulins du Kouilou, a investi 45 850 milliards de francs CFA dans un complexe industriel agroalimentaire de traitement et de transformation du blé, la production des pâtes alimentaires. Est-ce pour autant que le prix du pain a baissé et des spaghettis au Congo? Ça a baissé. Les 8000 Hutus rwandais de Kintele qui se sont déployés dans le commerce, à ces 8000 vont s'ajouter cette nouvelle, va s'ajouter cette nouvelle vague de Rwandais qui inonderont les secteurs de prédilection au détriment des Congolais. Le calvaire que vit le peuple sous le long règne de Denis Sassou Nguesso est tellement profond que seuls les étrangers et les privilégiés en tirent le meilleur profit. Quel modèle économique le pouvoir de Brazzaville a exploré ou exploité au Congo depuis 1997? Denis Sassou Nguesso fonctionne sans vision ni leadership. Entre autres, Lucien Ebata, Obambi Paul, Gokana Denis, Raoul Ominga, Wilfried Etoka, les barons experts rouges du pouvoir. Quel est le bilan de leur gestion des mines et des hydrocarbures du Congo? Qu'en est-il du fer de Mayoko avec DMC Exaro, de la transformation du gaz naturel liquéfié en électricité avec la centrale électrique du Congo et Eni, du barrage hydroélectrique de Sunda? Les délestats sont légion. La Congolaise des panneaux solaires de M. Denis Christophe Sassou Nguesso à Oyo aurait absorbé sans résultat. Orion Oil, je crois, une société comme ça. Orion Oil, oui, la société des Bata. Orion Oil, c'est plutôt la société de M. Ebata. Et Orion Oil de la société de M. Ebata est chargé de négocier la vente des cargaisons de pétrole que le Congo, faisant partie de la part qui revient au Congo. Ils ont déclaré 11 millions de barils, correspondant effectivement à la part qui revient au Congo en 2018. C'est ce qu'ils ont déclaré. Donc, ils n'ont pour client au monde que le Congo. Et ce n'est pas eux qui vendent. C'est une société intermédiaire qui vont chercher des sociétés qui vendent et ils se distribuent les intérêts au milieu, comment on appelle, les commissions au milieu. C'est ça qui fait sa fortune. Ce monsieur, le jour où on fait où on fera l'audit de sa société, il tombera comme un château de cartes. Et il en est de même de tous les autres qui sont autour de ce monsieur Sassou Nguesso. Donc, la Congolaise des panneaux solaires de M. Denis Christophe Sassou Nguesso à Oyo aurait absorbé sans résultat 32 milliards de francs CFA versés par l'État congolais à des partenaires chinois de ZTE. On vient d'apprendre la signature d'un nouveau contrat avec une société égyptienne qui reprendra les actifs de la Copasol, donc cette société-là. Paradoxalement, en RDC,
Denis Christel Sassou Nguesso est actionnaire dans un projet gigantesque en partenariat avec une société chinoise et la SNEL, la société d'électricité de la RDC, pour la construction de 2 nouvelles centrales solaires de 100 MW chacune. Ce projet d'un investissement de 305 millions de dollars est porté par Financing Access avec de fonds d'investissement Green Power Capital. Vous voyez, c'est toujours le même scénario. Okay? Les 2 centrales visent à sécuriser l'approvisionnement électrique de la région et notamment des 2 mines de cuivre et de cobalt de l'Ikassi et de la région de Kolwezi. Je peux vous parler d'autres éléphants blancs. L'hôtel Alima Palace. Cet autre éléphant blanc rejoint la liste longue du gâchis du pouvoir hasardeux du dictateur national. L'aéroport de Lombo, où n'atterrissent que l'avion du dictateur national et ceux de ses proches collaborateurs et de ses amis mafieux, comme lui, comme venait de faire Kagame dernièrement. Okay? A contrario, c'est des chiens-dents qu'on retrouve à l'aéroport Ngozungu de Dolisie, de Kayi, de Sibiti, où aucun avion n'atterrit. L'hôpital général Edith Lucie Bongo, un gaspillage dans une bourgade où les habitants n'ont pas la ressource nécessaire pour s'y soigner et où les dignitaires préfèrent encore les évacuations sanitaires au lieu d'utiliser ces structures. Les Congolais doivent donc tous aller à Oyo pour faire l'hémodialyse, car il n'y a pas de structure ailleurs. Vous ne comprenez pas que le pays est bloqué par une cartel de mafieux ou par un cartel de mafieux, j'aimerais dire. Au regard du tableau que vous venez de peindre tout à l'heure, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui peut justifier que tout ce que ce régime, j'allais dire, ce que Denis Sassou Nguesso entreprend ne réussit jamais. Est-ce parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de vision ou que se passe-t-il exactement? Lorsqu'on tue un président qui ne vous a rien fait en plein 14h20 ou 14h30 et s'ensuit la mort d'un cardinal et d'un autre président de la République et encore d'autres paisibles citoyens qui n'ont rien fait de mal à la République. Vous voulez parler de la malédiction? Mais bien sûr, ce pays devient maudit. Ce monsieur-là n'a pas compris jusqu'à présent que bon, c'est vrai qu'il est très intelligent puisqu'il est riche sur le dos des Congolais. Mais malheureusement, ce n'est pas l'homme que les Congolais auraient souhaité avoir. Parce que ce monsieur représente une épine sous l'orteil de chaque Congolais. Donc, chaque fois que vous marchez, claudiquant, ça vous fait mal parce que ça vous rappelle que vous avez l'épine sous l'orteil. C'est ça le Congo, malheureusement. Alors, monsieur Maboussou, après je vais laisser la main à Loriké. Est-ce que vous pensez que les Congolais, puisque au départ, nous avons rappelé, les 12 000 hectares de terre ont été cédés en violation de la Constitution congolaise. Est-ce pour dire aussi que finalement, à n'importe quel moment, les Congolais pourront boycotter tout ce qui se fera sur ces terres, sinon revendiquer leurs terres à n'importe quel moment? C'est légitime, hein. À mon avis, c'est légitime, parce que regardez les Chinois, toute la succession de ceux qui sont arrivés. On nous avait promis Monor qui arriverait, qui donnerait du travail et qui donnerait des flux d'argent énormissimes aux gens. Monor a atteint son plein régime. Hein? Mais qu'est-ce que les Congolais ressentent de cela? Payer les fonctionnaires, et quels fonctionnaires? Ils ont mis des fonctionnaires fictifs dans la fonction publique. Donc, ils se rétrocèdent des fonds. Qu'est-ce que les Congolais tirent comme profit de la gestion du Congo de ce monsieur? Rien du tout. Donc, il faut qu'il y ait un ressaisissement de la part des Congolais pour comprendre que des générations entières sont sacrifiées, notamment celle d'avant, M. Sassou, celle de sa génération, celle qui vient après lui et les autres après. Donc, c'est plusieurs générations qui sont sacrifiées. Il y en a qui ne laissent pas leur poste d'emploi, donc cumulant donc des fils, des gens qui attendent pour ce changement dynamique de l'administration et autres. Vous avez la santé, l'éducation, qui sont relégués au calendrier grec. Il n'y a rien qui se fait entreapercevoir des développements d'un pays. On a construit des tours à Brazzaville, mais les 2 tours jumelles sont autour de la saleté. Comment on peut mettre en exergue ou en évidence quelqu'un qui achète une Rolls et qui roule sur des routes qui ne sont pas bitumées? C'est cela le Congo d'aujourd'hui. Par contrario, il y a la belle vie le week-end. Quand on va au village, il y a la belle vie et on fait la fête. On se moque de la majorité des Congolais, quoi. Voilà. C'est un peu ce tableau, malheureusement. Bon, ils sont sûrs du pouvoir coercitif
qu'ils ont installé et qui fonctionne pour le moment. Mais il n'y a pas pouvoir plus fort que le peuple. Si le peuple se décide, tout va tomber comme un château de cartes. Il n'y a pas pouvoir plus fort que le peuple loriquais. Alors, Monsieur Maboussou, pour revenir au Rwanda, c'est que vous semblez insinuer qu'au-delà de tout cela, le Rwanda veut également avoir sa part dans le pétrole congolais. Comment pensez-vous, est-ce qu'ils étaient obligés de se déplacer, de venir sur notre territoire pour prétendre obtenir à leur tour une part, une concession de notre pétrole? Vous savez très bien que chez nous, on aime la fête. Au Congo, on aime les Matuvu, les Matalana. Il faut montrer aux yeux de tout le monde que oui, voilà. On ne sollicite même pas les chambres. D'ailleurs, l'une des chambres ne sert à rien. Le Sénat ne sert à rien au Congo. On n'a même pas besoin d'une deuxième lecture, des lois parlementaires comme pour les valider, quoi. On n'a pas besoin. C'est un luxe. Donc, on ne se sert même pas des représentants du peuple, mais on fait avec pompe. Vous voyez dresser le programme que la direction du protocole a établi pour la visite d'État du chef de l'État rwandais au Congo et tout. Mais ces gens-là étaient réfugiés au Congo hier. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier aux Congolais? Rien, c'est juste le leadership. Et puis la conscience du bien d'autrui, du peuple, des biens de l'État. On ne vole pas les biens de l'État. Il faut que nous arrivions à cette administration demain pour qu'un Congo uni et assaini voit le jour. Et je vais vous en parler tout à l'heure, dans les perspectives. Pour en arriver justement aux perspectives, pour en arriver tout simplement aux perspectives, pensez-vous qu'il existe d'autres alternatives que celles que nous propose aujourd'hui le gouvernement congolais? Si oui, quelles sont les perspectives de développement que vous proposez pour le Congo par les Congolais? Ça semble être une thèse, mais je vais essayer d'étayer un peu mes arguments. Permettez-moi d'être un peu bavard. En tenant bien sûr compte du timing temps qui nous est imparti. Tout à fait. Dans un Congo décentralisé et uni, où les infrastructures de base sont pourvues, ainsi que l'industrialisation et la transformation des matières premières sur place garanties, organiser les populations par trust et sous forme de villages agricoles et industriels permettra de gagner la bataille du développement. Les chaînes de valeur agro-silvo-pastorales, halieutiques et industrielles sous forme de trust sont des leviers pour la bataille vers une balance de paiement excédentaire permettant aux Congolais de consommer local et bio et d'exporter le surplus de leur production. Le salut du peuple congolais passe par la redistribution des richesses du pays à toutes ses filles et tous ses fils, le coaching ingénieux des jeunes dans les activités économiques pour un développement dynamique et harmonieux du pays. Un tel deal devra se baser sur un partenariat sous la forme de trust composé de l'État souverain, les propriétaires terriens, les populations villageoises, les jeunes qu'on peut déplacer des grandes villes et les éventuels investisseurs comme les Rwandais dont on nous parle aujourd'hui, mais dans une hypothèse de 51% pour les nationaux et 49% pour les étrangers. Donc, un paquet du crédit famille incluant le logement, la santé, la solidarité, l'éducation des enfants, l'abonnement annuel du transport de la famille doit être mis en place pour employer massivement les jeunes dans les activités agro-silvo-pastorales, halieutiques, industrielles, commerciales, des approvisionnements, de la distribution, du transport, de la logistique et du e-commerce pour gagner la bataille de l'employabilité des populations qui sont désœuvrées depuis plus de 40 ans. À cet effet, avec de bonnes perspectives de production pétrolière et minière, aujourd'hui, il y a la découverte de 5 grands gisements dans le permis Maître Profonde Sud, qui va permettre au Congo peut-être de titiller l'Angola. Donc, nous allons partir des 300 ou 350 barils, 1000 barils produits au jour, à plus, peut-être 800 ou 900 000. Donc, c'est énorme. Oui, on va mais doubler, monsieur la Alphonse production du Congo.
Oui, Monsieur Alphonse Maboussou, vous ne pensez pas que c'est ce qu'on appelle réellement la malédiction aussi du Congo? Est-ce que ces gisements-là ne portent pas malheur au Congo-Brazzaville, en fait? ben, ça porte malheur au Parce Congo que parce plus on que, en découvre, plus évidemment le Congo va oui, mais très parce qu'il y a mal, un problème de finalement. leadership. Il y a un problème de leadership et n'oublions pas que ce monsieur n'est pas éternel. Il est en train de vouloir installer son fils, mais bon, l'avenir nous le dira. Voilà. Moi, ce que Donc, je retiens, c'est que c'est tout un programme que vous avez mis en place. Aujourd'hui, c'est un programme, parce qu'on vous a présenté comme étant secrétaire du CRC. Le Congrès pour la Renaissance du Congo, oui, le CRC. Ça veut dire que c'est tout un programme qui est pensé au sein du CRC, ou c'est vous, Monsieur Maboussou, dans vos compétences d'économiste, qui avez cette vision pour le Congo de demain? Expliquez-nous un petit peu. les deux vont ensemble. Puisque je suis au CRC, je suis obligé de faire étalage des idées du CRC. Donc, une réforme, une refonte, si nous avons besoin donc des bonnes perspectives de production, nous avons de bonnes perspectives de production pétrolière et minière, nous avons une refonte systématique où il faut une refonte systémique des structures de l'État et de la fonction publique. On peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent en faisant une refonte de la fonction publique aujourd'hui. Avec 20 000 fonctionnaires, le Congo va fonctionner mieux que comment on appelle, les 79 750, non, 738 qui sont reconnus aujourd'hui. Le rapatriement des fonds dilapidés, le remboursement des 6 000 milliards de dettes, c'est possible. Avec les 100 000 milliards de francs CFA planqués à l'extérieur, nous pouvons rembourser 6 000 milliards, c'est une broutille. Alors, qu'attendez-vous, pardon, monsieur Maboussou, oui. Alphonse Maboussou, qu'attendez-vous des Congolais pour que vous mettiez en pratique? Mais il faut qu'ils se mettent dans la rue, qu'ils revendiquent leur pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Tout ce qui se fait aujourd'hui, le peuple n'y prend pas parti. Regardez comment ils sont déjà en campagne, les législatives. Ils sont en train de refaire les puzzles, les frondeurs par rapport à la reconstitution des cartes des élections législatives et autres. On est en train de les placer, qui préfèrent ça, d'autres préfèrent là, ainsi de suite. Vous voyez, donc, c'est quoi? C'est un puzzle qui fonctionne et avec les partis dites de l'opposition qui vont recevoir aussi les prébendes auprès du pouvoir, sur le mouvement. Donc, mais moi, dans le pays est muselé, il faut le libérer. Monsieur Maboussou, dans tout ça, Madame, les Congolais qui vous écoutent et qui nous écoutent maintenant peuvent se dire, oui, c'est tellement facile de nous demander de nous libérer alors que nous sommes dans un espèce de carcan. Nous vivons une forme d'insécurité et de difficulté à exprimer nos opinions au quotidien. Comment pouvons-nous nous libérer? Quel rôle majeur peut jouer le CRC dans cette dynamique-là? Concrètement, comment on arrive à concrétiser? Et c'est vrai qu'il y a des secrets internes qui ne vont pas nous être dévoilés, mais les gens s'interrogent quel est le rôle primordial du CRC dans cette nouvelle dynamique dans le Congo de demain. Les armes du peuple, le peuple a deux armes, leurs mains et leur bouche, qui les utilisent pour aller revendiquer leur pouvoir. C'est tout. Donc, et le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Ils habitent avec eux dans les quartiers, ceux qui gouvernent. Ils sont pas loin, voyez-vous. On va attendre que le Rwanda nous envahisse avec les hélicoptères qui viendront canader, bombarder les gens dans leur domicile, les distraire, les disperser comme des animaux ou les tuer comme des animaux, comme en 97, pour dire que oui, ils sont en train de déranger le pouvoir de celui qui dort. Hein. Nous sommes arrivés à la fin. À tout cela, il faut ajouter la décentralisation. Les méthodes coercitives de gestion, c'est-à-dire le contrôle et les sanctions aux contrevenants. Quand on vole, il faut bien que la personne soit coupable et puis reconnue coupable et puis sanctionnée comme telle. Et le Congo financera son développement sur fonds propres, évalué à plus ou moins 40 000 milliards de francs CFA pour pouvoir le déployer et gagner la bataille du développement. J'espère que la régie ou vous présenterez en illustration les villages agricoles qu'on peut mettre à la disposition des populations, des villages à moindre coût, 6 à 7 millions de francs CFA, et les 6 à 7 millions de francs CFA incluent, qui représentent les crédits familles, incluent donc le logement, l'équipement du logement,
l'école des enfants, la santé, la solidarité, et puis le transport, ainsi de suite. Et aussi autour des grandes villes, comment ça s'appelle, la construction des villages, des maisons qu'on distribuerait à la population. Ouais, qu'on distribuera à la population avec toutes les commodités. C'est-à-dire, on va organiser le commerce, l'agriculture, la santé, l'éducation et tout. On va hiérarchiser pour permettre à toutes les couches de la population d'y prendre part et que chacun se reconnaisse dans ce Congo où il fait bon vivre et où chacun tire profit des ressources du pays et non de voir que oui, on a payé les fonctionnaires, tout le monde bat les mains comme si on a réglé les problèmes de tous les Congolais. Et en plus, dans le cas de la santé, en mettant en place ce qu'on appelle la mutualisation, c'est-à-dire chacun de nous aura sa carte vitale et avec un numéro NIP-NEP, c'est-à-dire numéro d'identification unique, vous pourrez aller à n'importe clinique, à n'importe quel hôpital de la République, vous faire soigner. Votre identifiant vous permettra de vous suivre et avoir tout le tableau synoptique de votre santé. Voilà un peu ce qu'on peut dire de ce Congo de demain et non du rafistolage qu'on nous présente aujourd'hui. Tout un gouvernement qui n'arrive pas à faire avancer l'État. Ça peut être déroulé, ça, ce que je vous dis. Et c'est du vrai, c'est du concret, et c'est chiffré. Voilà tout. Aux Congolais donc d'apprécier. Alors, Loriquet, on est à la fin. Oui, donc Christian, nous remercions M. Maboussou d'avoir accepté d'être parmi nous. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Droit de savoir. Nous avons reçu donc M. Alphonse Maboussou. Merci. J'aimerais conclure. Hein. Je vous en prie, M. Maboussou. Encore. Vous avez 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je peux conclure en disant simplement qu'il fut un moment où le Congo prenait tout son essor, puis vint le temps où nous avons décidé de tout détruire. Phrase tristement célèbre d'un éminent dirigeant congolais qui a plongé le pays dans le chaos et l'incohérence que nous décrions tous. Il revient à la jeunesse de se déployer de façon à relever les défis du moment. Dans un élan de solidarité, brisons nos tiédeurs pour que la peur change de camp. Merci beaucoup, M. Maboussou. Christian. En tout cas, c'est la fin. Au revoir, messieurs et chers téléspectateurs. La phrase habituelle, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.